Je n'avais pas entendu la voix de mon père depuis 18 mois. Ce matin-là, elle est arrivée à travers les grésillements. Le message vocal était court. Brutal. Même pour lui. C'est à propos de ta sœur. Elle est partie. C'était tout. Pas de bonjour. Aucune explication. Même pas mon prénom. Juste cette phrase, comme un caillou jeté dans une eau calme. Il y avait 14 appels manqués. 11 de ma mère. 2 de Chelsea. Un de l'homme qui n'avait pas osé me regarder dans les yeux le soir où je suis partie. Je n'ai répondu à aucun. J'ai écouté le message une fois. Puis une deuxième, plus doucement, comme si les mots pouvaient changer si je leur laissais de l'espace. Ils ne changèrent pas. Mon téléphone était posé sur le comptoir, l'écran encore allumé. Je me tenais là, dans mon appartement, la chambre à l'étage, au-dessus de la quincaillerie de Grady, où je travaille depuis qu'ils m'ont effacé. La lumière du matin glissait sur les lattes du sol, accrochant une tasse de café que je n'avais pas rincée. Le genre de silence qui retient son souffle. Je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. J'ai pensé à ma mère, Margaret Ward. Le genre de femme qui repasse les serviettes en tissu pour le dîner du dimanche, mais qui ne m'a plus appelée depuis le jour où j'ai dit quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Elle devait faire les 100 pas. Peut-être pleurer. Mais surtout calculer comment recoller les morceaux de la famille avant que les voisins ne se rendent compte que quelque chose s'est brisé. J'ai imaginé Chelsea aussi. Ma sœur aînée. Toujours douée pour s'effondrer juste assez pour qu'on lui pardonne. Peut-être qu'elle était vraiment partie. Peut-être que non. Peut-être que, cette fois, le masque était tombé trop bas. Mais rien de tout cela n'expliquait les appels. Parce que quand j'ai quitté leur vie, ils n'ont laissé aucun espace pour un retour. Ils n'ont jamais appelé pour demander où je logeais. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Même pas pour mon anniversaire. Et maintenant, après tout ce silence, ils appelaient. 14 fois. Avant le petit déjeuner. J'ai repris mon téléphone, mais je ne l'ai pas déverrouillé. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir. Fatiguée, encore. Mes cheveux attachés comme ma mère le faisait quand j'avais 12 ans. Elle disait que ça me rendait présentable. À l'époque, je pensais que « présentable » était une forme d'éloge. Maintenant, je sais que ça voulait juste dire « assez invisible pour ne pas faire de vagues ». Le téléphone a vibré encore une fois. Je l'ai laissé sonner. Parce que je n'étais pas prête à entendre ce dont ils avaient besoin, pas après ne jamais s'être soucié de ce que j'avais perdu. C'était un jeudi soir, mais la maison ressemblait à un dimanche. La table de la salle à manger était dressée avec les beaux couverts, ceux aux rebords argentés qu'on utilisait seulement pour les fêtes. Il y avait du rôti. Trop sec. Une bouteille de vin au centre, en train de respirer. Des serviettes en tissu pliées en triangle. Chelsea les avait faites. Elle disait toujours que la présentation comptait. Je suis arrivée 5 minutes en avance. Je l'ai toujours fait. Margaret Ward, ma mère, portait du bleu marine. Pas de tablier. Pas de boucle d'oreille. Juste un collier de perles qui ne quittait jamais son cou. Elle m'a accueilli d'un simple hochement de tête, puis est repartie en cuisine sans un mot. Le rôti avait besoin d'être vérifié, a-t-elle dit, bien qu'il soit déjà hors du four depuis 10 minutes. Raymond Ward, mon père, était assis au bout de la table. Les coudes bien droits, lisant The Gazette. Il n'a pas abaissé son journal quand je suis entrée. Il ne l'a jamais fait. Chelsea est arrivée en dernière, bien sûr. Ses cheveux bouclés, son rouge à lèvres impeccable, les yeux déjà humides d'une émotion toute prête. Nous sommes restés assis quelques minutes. On a simulé une conversation normale. Parler du trafic. Du temps. Quelque chose à propos du nouveau centre commercial à Cedar Falls. Puis maman a replié sa serviette et l'a posée à côté de son assiette. J'ai entendu, a-t-elle dit. Personne n'a demandé ce que nous savions tous. J'avais trouvé les factures 3 jours plus tôt. Des paiements en double. Des contrats gonflés. Une signature falsifiée qui ressemblait, mais pas tout à fait, à celle de l'assistante de bureau. Je n'étais pas allée à la police. Même pas à Chelsea. Je suis allée voir ma mère. Je pensais qu'elle voudrait arranger les choses discrètement. Pour papa. Pour l'entreprise. Au lieu de ça, elle a convoqué ce dîner. J'ai entendu, a-t-elle répété. Et je dois te demander, qu'est-ce que tu pensais faire, exactement? La fourchette de Chelsea a cliqueté contre son assiette. Papa a tourné une page de son journal sans lever les yeux.
J'ai essayé de garder ma voix stable. Je n'ai rien signalé. Je pensais juste qu'on devrait. Non, m'a interrompu maman. Sa voix toujours calme. Tu n'as encore rien signalé. Elle a lissé la nappe d'une main. As-tu la moindre idée de ce que cela ferait au nom de ton père? À cette famille? Elle m'a regardé alors. Pas en colère. Pas même déçue. Juste, en train d'évaluer. Chelsea s'est agitée sur sa chaise. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle n'en avait pas besoin. La voix de maman le fit pour elle. Je ne cherchais pas à exposer qui que ce soit, dis-je d'une voix basse, maîtrisée. Je voulais juste. Tu as juste humilié ta sœur devant le conseil, coupa maman, aussi tranchante que d'habitude. Ce n'était pas mon intention. Mais c'en est le résultat. Je me tournai vers mon père, espérant, peut-être pour une fois, qu'il intervienne. Il était toujours plongé dans son journal, les yeux fixés sur un article en page B6, comme si ce dernier allait disparaître s'il osait cligner des yeux. J'attendis. Rien. Même pas un grognement. Le silence dans la pièce était épais, stérile. Le genre de silence qui suit un nettoyage à la javel dans une cuisine. Puis maman le dit. La phrase qui frappa plus fort que n'importe quel cri. Si tu ne peux pas garder ça dans la famille, alors tu ne fais pas partie de la famille. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je n'essayais même pas d'expliquer. À la place, je pliai ma serviette. La déposai soigneusement sur l'assiette. Puis je me levai. Personne ne me dit de m'asseoir. Personne ne m'appela. Je sortis directement par la porte d'entrée, celle avec la poignée en laiton que je polissais chaque Thanksgiving comme une tradition. Je l'entendis se refermer doucement derrière moi. C'était tout. La dernière fois que je vis cette maison. Pas parce que je ne pouvais pas y retourner. Mais parce qu'à ce moment précis, je compris quelque chose que je refusais d'accepter depuis des années. Elle n'avait jamais vraiment été la mienne. Bien avant ce dîner. Avant les factures. Avant que mon nom ne disparaisse comme de la poussière effacée d'un cadre photo. Il y avait des années de présence. Pas seulement en silence. Présente. Utile. C'était moi qui allais chercher les médicaments de papa après son opération du genou, quand Chelsea avait oublié. 2 fois. Je le conduisais à la kiné chaque lundi et jeudi, même si ça voulait dire partir plus tôt du travail. Il ne me remercia jamais. Mais une fois, il grogna. Pour lui, c'était presque une déclaration d'amour. Chaque printemps, je nettoyais le garage. Personne ne me le demandait. Mais personne d'autre ne le faisait. Je faisais le dîner presque tous les dimanches. Maman disait qu'elle était fatiguée, que son dos la faisait souffrir, ou que le four ne marchait plus. Alors j'apportais du poulet rôti ou des gratins, des plats simples, réconfortants. Puis je la regardais critiquer l'assaisonnement comme une critique culinaire dans un restaurant 3 étoiles. Chelsea? Elle ne cuisinait pas. Elle arrivait en retard avec une bouteille de vin hors de prix et une nouvelle anecdote de yoga ou d'immobilier. Elle jetait son manteau sur la rampe, embrassait le sommet du crâne de maman comme dans une pub familiale, et riait comme si elle n'avait pas 2 heures de retard. En général, je faisais la vaisselle pendant qu'elle riait dans la pièce d'Axe en grave côté. L'automne dernier, quand le fils de Chelsea, Ben, eut une angine, c'est moi qui quittai le travail pour aller le chercher à l'école. Je restai jusqu'à après minuit. Chelsea avait promis d'être rentrée à 19h. Elle n'appela même pas. Je ne partis pas. Je fis juste du pain grillé à Ben, mis un vieux DVD de Looney Tunes qu'il aimait, et restai à ses côtés. Le lendemain matin, je reçus un texto. Merci pour ton aide. Tu es un ange. Pas de cœur. Pas de suite. Pas d'appel. Rien depuis. Parfois je me demande si elle se souvient même de cette nuit-là. Parfois je me demande si quelqu'un s'en souvient. L'entreprise familiale, Ward et Kinley Construction, était censée appartenir à toutes les deux. C'est ce que papa disait toujours. Ton grand-père a bâti ça à partir de rien. Un jour, ce sera à vous de le faire perdurer. Mais quand j'ai demandé à assister aux réunions trimestrielles, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place. Quand j'ai présenté un architecte local pour un projet de logement durable, on m'a dit que le concept ne collait pas à notre image. Chelsea, elle, a présenté un paysagiste rencontré dans un domaine viticole. Le lendemain, nous avions un nouveau site internet, une brochure brillante, et aucune mention des dépassements de budget. Personne ne me demandait mon avis. On me disait juste de traiter les factures. C'était moi qui gérais les paies.
Qui me souvenait que la fille d'un fournisseur venait d'obtenir son diplôme. Qui restait tard pendant les tempêtes de neige parce que l'équipe de nettoyage ne pouvait pas venir. Et pourtant, on m'a toujours dit de rester en retrait. De laisser Chelsea s'occuper des clients. Tu es meilleur avec les chiffres, disait-il. C'était ça, le refrain. Fais le travail. Sois utile. Reste invisible. Sauf une fois. Un jeudi soir, après une violente tempête de neige, je suis resté tard pour aider l'équipe d'entretien à nettoyer un déversement de sel dans la zone de chargement. Mes mains étaient à vif. L'air piquait comme du citron. Je portais une écharpe de Chelsea, celle qu'elle avait laissée là 3 mois plus tôt et jamais récupérée. Alors que je ramenais le seau à serpillière à l'intérieur, Marbelle, la femme âgée qui nettoyait nos bureaux, m'arrêta. Elle me regarda longuement, puis dit doucement. « C'est toi qui restes quand les autres sont partis. » C'est tout. Pas de prime. Pas de panier cadeau. Pas de mention dans la newsletter. Juste 6 mots, murmurés doucement, comme une vérité trop sacrée pour être dite à voix haute. Et je m'en souviens encore. Parce que parfois je me demande. Si même la femme de ménage m'a vue. Pourquoi pas eux? Tout a commencé avec un tableur. Les chiffres trimestriels ne correspondaient pas aux factures fournisseurs. Au début, j'ai cru à une erreur d'arrondi. Peut-être un paiement en double. Mais plus je creusais, plus c'était grave. Faux prestataire. Coût de matériaux gonflés. Une signature qui ressemblait presque à celle de notre assistante intérimaire, à un seul boucle près dans le « G ». J'ai suivi la piste, prudemment, lentement. Et chaque ligne menait à un seul nom. Chelsea. Elle n'était même pas subtile, juste convaincue que personne ne la remettrait jamais en question. Mais moi, je l'ai fait. J'ai tout imprimé. Chaque chiffre suspect, chaque transaction signalée. J'ai tout placé dans une simple pochette cartonnée et je l'ai rapporté chez moi. Je me suis assise en tailleur sur le sol de mon appartement, un surligneur jaune à la main, encerclant les preuves 1 fois, 2 fois, parfois 3. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au matin, je savais ce que j'allais faire. Pas le signaler. Pas le montrer au conseil d'administration. Juste, en parler à ma mère. Quelque part en moi, je croyais encore que Margaret Ward, avec ses perles, sa posture et cette fierté inflexible, se soucierait plus de protéger le nom de la famille que de camoufler le désastre. Je me suis trompée. Quand je lui ai montré la pochette, elle ne l'a même pas touchée. Elle se tenait à l'évier de la cuisine, les bras croisés sur son tablier comme une armure. Elle a écouté en silence. Et puis elle a seulement dit 4 mots. On va s'en occuper. C'était tout. Pas de questions. Pas de démenti. Elle n'a pas demandé de copie. Aucun commentaire sur les chiffres. Même pas un froncement de sourcils en voyant que le nom de Chelsea était sur les chèques. Elle l'a dit comme si tout était déjà réglé, comme un verdict final. J'ai laissé la pochette sur le comptoir. Intacte. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau et j'ai scanné mon badge. Rien ne s'est passé. J'ai réessayé. Une lumière rouge a clignoté. La porte est restée fermée. J'ai appelé Marbelle. Elle m'a fait entrer par l'arrière, m'a dit que c'était sûrement un bug du système. Mais ensuite, mon identifiant ne fonctionnait plus sur l'ordinateur. Mon nom avait disparu du portail des employés. Mes mails revenaient avec « non distribué ». À la réception, une nouvelle fille a souri chaleureusement. « Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Personne n'a rien dit. Ni papa. Ni Chelsea. Ni les RH. Ils ne m'ont pas licencié. Ils m'ont effacé. Comme une faute de frappe dans un album photo de famille. Je suis partie sans un mot. Comme je l'avais fait à ce dîner. Comme il s'y attendait. Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone. 2 fois. Pas parce que j'attendais des excuses, Dieu, non. Mais peut-être, me suis-je dit, que quelqu'un essaierait au moins d'expliquer. Ils ne l'ont pas fait. Aucun appel manqué. Aucun message vocal. Aucun texto pour me demander ce que j'avais trouvé, ce que cela signifiait, ce que je voulais. Juste le silence. J'ai gardé la pochette. Pas parce que je prévoyais de l'utiliser. Il y a encore une partie de moi, même aujourd'hui, qui se rétracte à l'idée de tout révéler. Mais j'avais besoin d'une preuve. Pas pour le tribunal. Pour moi. Parce que quand les gens décident que tu n'existes plus, ça aide d'avoir quelque chose de tangible entre les mains, quelque chose qui dit. Tu étais là. Tu l'as vu.
Tu n'avais pas tort. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Pas un mot. Jusqu'à ce matin. Maintenant, ils appellent. Encore et encore. Et je me demande. Est-ce la culpabilité qui les ramène? Ou bien Chelsea est-elle dans une situation encore pire que ce que j'imaginais? Le silence n'est pas arrivé d'un coup. Ce n'était pas brutal ni soudain. Il s'est insinué. Comme le froid à travers de vieilles fenêtres blancs, certains, difficiles à remarquer jusqu'à ce qu'il s'installe au plus profond de vos os. J'ai quitté mon appartement au-dessus de la boulangerie du centre-ville. J'ai pris une petite chambre au-dessus de la quincaillerie de Grady. Plus petit. Mais le loyer était net, et le propriétaire ne se mêlait pas des affaires des autres. J'aimais ça. Mon téléphone sonnait rarement. Les seules notifications régulières étaient les rappels de pharmacie et mes promos de magasins où je n'allais plus. Pas d'anniversaires oubliés, puisque personne ne se souvenait du mien. Pas de fêtes gâchées, puisque personne ne m'invitait. Juste un silence propre, intact. Je restais occupée. Le travail chez Grady était simple. Des étagères à réapprovisionner. Des clients à aider. Des livraisons à signer. J'ai appris les noms des vis. La différence entre le pain et le chêne. Il y avait un certain réconfort dans les choses qui faisaient exactement ce qu'elles étaient censées faire. Chaque mercredi soir, je faisais des pâtes. C'est devenu une habitude. Je cuisinais encore comme si quelqu'un allait venir. Mais personne n'est jamais venu. L'écharpe de Chelsea pendait toujours derrière ma porte. La même que je portais cette nuit-là quand Marbelle m'a remercié. J'ai songé à la lui rendre, une fois, il y a des mois. Je l'ai pliée soigneusement. Placée dans une petite boîte. Même écrit son nom au crayon dans un coin, comme si elle pouvait oublier que c'était à elle. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone. Trouvé son contact. Je l'ai regardé. Et puis, je n'ai pas appelé. J'ai éteint la lampe. Glissé la boîte sous le lit. Elle n'avait pas demandé son écharpe. Je me suis dit qu'elle ne la remarquerait même pas. C'est peut-être ça qui a rendu plus facile le fait de la garder. Il y a eu des moments, calmes, anodins, où j'ai failli tendre la main. Comme quand je lisais un titre auquel papa aurait répondu avec passion. Ou quand je passais devant l'église où maman est toujours bénévole, avec les mêmes hortensias en fleurs près de la porte latérale. Mais à chaque fois, quelque chose m'arrêtait. Pas la colère. Même pas la fierté. Juste le souvenir de cette lumière rouge clignotante à la porte du bureau. Le son de mon propre nom revenu, introuvable. Ce genre de silence n'arrive pas par hasard. Il se construit. Et ils l'ont très bien construit. Un soir, alors que je pliais le linge, fenêtres ouvertes, j'ai entendu une voix familière sur le trottoir, quelqu'un du bureau de Ward et Kinley. Qui riait. Parlait. Vivait comme si rien n'avait changé. Je n'ai rien ressenti. Pas vraiment. Juste une petite reconnaissance tranquille, ils avaient continué. Et moi aussi. Mais la différence, c'est que je ne faisais pas semblant que rien ne s'était brisé. J'avais juste arrêté d'attendre que quelqu'un le répare. Je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait à travers les lattes, comme tous les matins depuis que j'avais emménagé. La lumière se posait sur l'entaille dans le plancher, là où j'avais laissé tomber une boîte de bouillon. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Je me suis assise au comptoir. J'ai fait défiler un mail du fournisseur de la quincaillerie, un bon de réduction pour des gants d'hiver, du spam. Et puis je les ai vus. 14 appels manqués. 11 de maman. 2 de Chelsea. 1 de papa. Je n'ai pas paniqué. Même la curiosité n'est pas venue tout de suite. C'était plutôt comme un vieux manteau qu'on retire d'un crochet, familier, lourd, et pas vraiment le bienvenu. J'ai attendu presque 1 heure avant d'appuyer sur « Lecture ». C'est à propos de ta sœur, elle est partie. Sa voix était plate. Pas bouleversée. Pas brisée. Juste, absente. Pas disparue. Pas blessée. Pas précise. Juste, partie. J'ai réécouté le message. Adossé à l'évier. Regardant la vapeur s'élever de ma tasse comme quelque chose qui s'échappe. Que voulait dire partie? Chelsea avait l'art de disparaître sans jamais aller bien loin. Des voyages à Palm Springs qui duraient 3 semaines. Des retraites de yoga sans signal. Des hommes avec des résidences secondaires et sans épouse. Mais ce message ne venait pas d'elle. Il venait d'eux. De ceux qui m'avaient effacé de leurs photos. De leur dîner. De la paix de leur entreprise.
Et maintenant, soudainement, ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Mais je savais ce que ce n'était pas. Ce n'était pas une invitation. Pas pour revenir. Pas pour appartenir. Pas pour être vu. J'ai regardé à nouveau l'écharpe, toujours accrochée près de la porte, toujours intacte. Pendant une seconde, j'ai pensé à la plier. À la déposer quelque part. Peut-être même à envoyer un texto. Trouver ça. J'ai pensé que ça pourrait te manquer. Mais je n'ai pas bougé. Parce que je connais maintenant la différence. Entre avoir besoin de quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour réparer les dégâts. Ils n'ont pas appelé parce que je leur manquais. Ils ont appelé parce que la personne qu'ils protégeaient était allée trop loin. Et pour la première fois, il ne restait plus personne à blâmer sauf eux-mêmes. J'ai terminé mon thé. Laissé le message vocal là. Puis, sans la moindre hésitation, j'ai appuyé sur supprimer. Le message vocal avait disparu. L'écran était à nouveau vide. Comme s'ils n'avaient jamais affiché leur nom. J'ai refait du thé, juste pour la chaleur. La tasse a laissé une légère trace sur le comptoir, que j'ai effacée sans y penser. Puis je suis allée au tiroir près du lit. Celui avec les choses que je n'avais jamais vraiment déballées. À l'intérieur, toujours scellé et intact, se trouvait le dossier manille. Les factures de Chelsea. Les signatures falsifiées. Le tableau Excel que j'avais imprimé à minuit. Le cœur battant comme si je volais à ma propre famille. Pendant des mois, je l'ai gardé. Pas pour l'utiliser. Pas pour menacer. Juste pour savoir que je ne l'avais pas imaginé. Que je n'avais pas brisé quelque chose qu'il était déjà. J'ai feuilleté les pages encore une fois, lentement, comme si elles allaient parler. Elles ne l'ont pas fait. Même le papier ne peut pas garder un sens pour toujours. Une par une, je les ai passées dans le destructeur de documents. Les lames tournantes étaient le seul bruit dans la pièce. Quand j'ai fini, j'ai passé la main sur le dossier vide. Puis je l'ai plié en deux. Et jeté à la poubelle. Pas parce qu'ils méritaient mon silence. Mais parce que je n'avais plus besoin de porter leurs mensonges. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. J'ai bloqué le numéro de Chelsea en premier. Puis celui de maman. Puis celui de papa. L'écran m'a demandé. Êtes-vous sûr, de vouloir bloquer ce contact? J'ai appuyé sur « Oui ». 3 fois. Avec la même tranquillité que si je versais un verre d'eau. Pas de rage. Pas de soulagement. Juste, fini. Dehors, le vent s'est levé, faisant trembler les vieilles vitres comme toujours à cette période de l'année. J'ai décroché l'écharpe de Chelsea du crochet et je l'ai tenue une dernière fois. Le tissu sentait maintenant la poussière. Je l'ai déposé dans la boîte de dons près de la porte. Plié soigneusement. Sans mots. Que quelqu'un d'autre trouve une utilité à ce qui n'a jamais vraiment été à moi. À midi, l'appartement était plus calme que d'habitude. Pas silencieux, juste enfin en paix. Il pouvait garder les dîners. Le nom. La version des faits qu'il récitait à quiconque posait des questions. Mais il ne pouvait pas garder l'histoire entière sans moi. Et j'avais décidé. Je ne serai plus jamais leur pièce manquante. Je ne suis pas partie dans un éclat. Je suis partie dans le silence. Et le silence, j'ai appris, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de permission. Le refus d'expliquer. Le dernier mot, sans en dire un seul. Ils raconteront l'histoire autrement maintenant. Diront que j'ai exagéré. Diront que j'ai fui. Diront que je n'ai jamais compris ce qu'est une famille. Mais les histoires ont besoin de tous leurs personnages pour tenir debout. Et moi, je suis sortie du cadre. Je ne suis pas partie en silence. Je suis restée silencieuse. Et c'était plus fort qu'ils ne l'avaient jamais imaginé.